Ah ben, salut tripeux de marde, je m'attendais pas à vous voir. Joyeux Noël! Attendez une minute, je vais juste arrêter ça, comme ça on va pouvoir s'entendre. Ben oui, joyeux Noël et surtout, bienvenue chez moi. Vous me surprenez dans mon élément naturel, là, dans ce décor aucunement stagé pour vous faire croire que, comme tout être humain normal, je profite présentement du temps des fêtes entouré de mes proches et de ceux qui me sont chers. Non, en fait, malgré les apparences, je passe effectivement du temps de qualité. Ben oui, je suis en train de regarder un des meilleurs, pires films de Noël ever. Santa Claus Conquer the Martians. Alors, comment est-ce que je pourrais possiblement m'emmerder? Ben, avec ce film-là, puis une bonne bière, impossible. Mais bon, j'ai pas stagé tout ça pour vous reparler de ce délicieux tétron festif. Non, en fait, cette année pour Noël, j'ai envie de vous raconter une histoire. Inquiétez-vous pas, je vais éventuellement vous parler d'un film de marde, mais en attendant, prenez ça comme un bonus avant la critique. Un peu comme si j'étais le Crypt Keeper de Tales from the Crypt. Sauf que là, c'est plus Tales from the Crap. Mais si en savoir plus sur votre humble hôte vous intéresse pas, vous pouvez skipper autant qu'il va être écrit à l'écran. C'est mon cadeau de moi à vous. Bande d'ingrats. On a tous déjà reçu un cadeau pas le fun à Noël. On sait tous que c'était bien intentionné, que la personne a acheté ça de bon cœur en pensant bien faire. Mais malheureusement, ça arrive. Un jour ou l'autre, on va être insatisfait d'un cadeau. Étant fan de cinéma, plus précisément d'horreur, c'est pas nécessairement facile m'offrir un film en cadeau. À moins de s'y connaître moindrement, là. Quoique même là, ça aide pas tant que ça, parce que j'en ai déjà en tabarnak. Mais bon, aujourd'hui, on remonte à une époque où c'est que ma collection est encore que toute petite. Et oui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est passé du temps que j'étais encore ado. J'avais 15 ans, puis dans ce temps-là, c'est tout juste si je commençais ma collection. J'avais enfin la maturité, selon mes parents, de regarder des films d'horreur 18 ans et plus, puis je commençais plus sérieusement mon incursion dans ce monde-là, qui deviendrait éventuellement ma plus grande passion. Ce qui m'a tout de suite attiré, ça a été, surprise, les slashers. J'ai commencé par aller voir Freddy vs. Jason au cinéma, parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur ce film-là, c'était des personnages que je connaissais déjà. Puis je voulais aussi aller voir le remake de Texas Chainsaw Massacre, parce que, tu sais, Freddy, Jason, Leatherface, je commençais par la base. Ma tante, qui avait entendu parler de ma nouvelle passion et qui la partage jusqu'à un certain degré, m'a fait savoir qu'elle avait quelques slashers en VHS. Je vous rappelle qu'on est en 2003, là. Et que si je voulais, je pouvais les lui emprunter. J'ai évidemment sauté sur l'occasion. Je lui ai emprunté un Nightmare on Elm Street, puis sous ses recommandations, je suis aussi reparti avec Wes Craven's New Nightmare. Elle connaît son stock. Arrive Noël, puis elle m'offre le film que je vais critiquer aujourd'hui. Et oui, tout ça, toute cette mise en scène, juste pour vous dire qu'il y a 15 ans, j'ai reçu Night Terrors de Tobe Hooper, un de ses pires films. Mais comme je l'ai dit, ma tante, elle connaît son stock, elle savait qui était le réalisateur, puis le film en vedette, Robert Englund, Freddy en personne. J'y avais emprunté les Nightmare on Elm Street. Elle a fait le lien avec Freddy. Moi aussi, j'aurais offert ce film-là à quelqu'un qui se dit fan des films d'horreur, puis pas déjà en être propriétaire. Je l'aurais éventuellement acheté pour l'ajouter à ma collection. Mais quand je l'ai reçu, j'étais vraiment content. Je connaissais pas le film, je trouvais la pochette vraiment cool, puis dans toute mon innocence, j'avais hâte de le découvrir. Je l'ai donc apporté une soirée de film entre amis. C'était pas notre meilleure soirée de film. Puis ça, c'était bien avant les Crap of the Crap, fait qu'on était aucunement habitués de voir des films aussi mauvais. Mais Night Terrors a quand même le mérite d'avoir commencé quelque chose. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'aime ça regarder de la marde. Donc, malgré tout, merci ma tante. Là, faut que je vous le dise, je l'ai toujours pas revu. Non, au moment d'enregistrer ces lignes, je n'ai que de vagues souvenirs du film. Je me disais que ce serait le fun d'enregistrer ma vidéo en deux parties. Une première aussi que je vous raconterai comment j'ai eu le film et ce sans l'avoir revu, et une deuxième où j'en ferai la critique après mon deuxième visionnement en 15 ans. Pour l'instant, mes souvenirs sont hyper flous. Je me rappelle que Robert Englund joue le Marquis de Sade, puis il me semble qu'il y a une scène qui inclut son œil puis de l'acide. Mais à un moment donné, il y a des serpents. Je pense. Ah, puis comment l'oublier? Il y a l'homme nu sur un cheval galopant sur la plage avec le schlong qui se fait aller au rythme des mouvements de l'animal. Full sensuel.
Sérieux, j'essaie de me rappeler, puis c'est tout ce qui me revient en tête à propos du film. Je sais pas si c'est parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu ou si c'est parce que c'est vraiment fucking plate puis il se passe rien d'autre que ce que je réussis à me rappeler. Mais bon, d'une façon ou d'une autre, je vais bientôt le savoir. Parce que oui, cette année, pour Noël, je vous invite à découvrir avec moi ce faux pas de Tobe Hooper sorti en 1993, Night Terrors. En passant, c'est aucunement un film de Noël. Non! Le seul lien qu'il y a avec la fête, c'est que je l'ai reçu en cadeau. C'est doux. En tout cas, si c'est un film de Noël, c'est un détail qui m'a échappé lors de mon premier visionnement. Pis c'est un Christy drôle de hasard. Anyway, let's go! Ouais, bah, c'était ça, hein? Mais honnêtement, c'était pas mal moins pire que ce que je m'attendais. Quoique ça, c'est juste dû au fait que mes attentes étaient déjà très basses. Je suis pas en train de dire que c'était bon, là, loin de là. Juste que c'était pas mal mieux que les 2 films de The Asylum que je me suis tapé back-to-back. Autrement dit, j'ai déjà plus souffert que ça en regardant un film. By the way, je l'ai regardé en français. Ben oui, moi qui d'habitude endure pas les films doublés, je suis capable de faire une exception pour un film de marde. Façon subtile de vous dire que ce sera pas la seule et unique fois qu'un film critiqué lors d'un épisode du Crap of the Crap sera en français. Que voulez-vous, des fois c'est ça qui ajoute la petite touche qui fait en sorte qu'un film soit supportable. Des mauvais doublages, c'est toujours drôle. Mais dans ce cas-ci, c'est surtout parce que j'ai le film en VHS et que ma cassette est en français. Pis c'est vraiment pas le genre de film qui mérite qu'on se casse la tête à essayer de trouver la version originale, fait que c'est ça. Enjoy, impératif français. Night Terrors de Tobe Hooper commence avec un bon 5 minutes de Robert Englund en marquis de Sade qui se fait torturer en prison. Mais hey, j'avais raison, il y a effectivement une scène impliquant son œil pis de l'acide. Je me souvenais d'au moins ça. Mais c'est rien d'hyper graphique, là, c'est même... Oserais-je dire... plate? Ah oui, plate. Ça, c'est un mot qui va revenir souvent pendant cette critique. Parce que malheureusement, Callis Night Terror, c'est un film où, oui, il se passe des choses, mais rien de tout ça est intéressant ou semi-mène nulle part. Après avoir vu Sade torturer mentalement un autre détenu jusqu'à le rendre fou à ce qu'il s'en crève les yeux. Regardez-moi. On est pitché dans le présent de l'époque, 1993, à Alexandrie en Égypte. Là, on est introduit à notre héroïne, Ginny, qui vient rejoindre son père, qui est joué par William Finley, qu'on a pu voir dans Phantom of the Paradise et The Funhouse, également réalisé par Tobe Hooper. C'est un archéologue, puis il travaille présentement sur un projet archéologique quelconque. On apprend assez vite que Ginny est un peu frivole? Non. Dévergondée? Loin de moi l'idée de vouloir porter jugement, mais disons qu'elle est déjà très au courant de sa sexualité. Wow. Je sais pourquoi le sexe conduit en enfer. Tu es la nouvelle Jézabel. Est-ce que ton Saint-Père sait que tu n'es qu'une débauchée? Non, il est au courant de rien. Elle sort dans les rues d'Alexandrie légèrement trop dévêtue pour les mœurs et coutumes du pays, puis passe proche de se faire violer d'une ruelle. Heureusement, elle se fait sauver in extremis par la mystérieuse Sabina, qui, avant de la rapporter chez elle, lui offre une copie d'un livre du marquis de Sade. Son père l'avertit au sujet de cette dernière, comme quoi qu'elle a mauvaise réputation, et fait promettre à Ginny de ne plus jamais revoir cette femme. Évidemment, elle écoute son paternel et le film finit là. Ben non, elle va passer la soirée avec elle, puis les deux se rendent dans un bar où Sabina drogue Ginny. Et oh, des serpents, une autre affaire dont je me rappelais. Oh, mais ça, je m'en souvenais pas par contre. Sucer leur tête? C'est pas ce qui m'excite le plus. Ginny se réveille mystérieusement chez elle le lendemain de son bad trip et Beth, sa meilleure amie, vient la chercher pour aller assister à des courses de chevaux dans le désert. Toujours pas remis de sa gueule de bois, elle perd connaissance sous le soleil de plomb. Mais heureusement pour elle, l'un des coureurs arrive à sa rescousse et lui offre de l'eau. Bois. Tu dois boire. Bois.
Le lendemain, elle croise son sauveur au marché et il l'invite à venir chez lui. Dans le désert. Ginny accepte et les deux partent à cheval. Ah, des chevaux sur la plage! Des chevaux sur la plage! L'homme nu doit pas être loin! Et effectivement, après une scène de cul digne de Bleu Nuit, Ginny, qui est de retour chez elle, lit l'œuvre du marquis et fantasme à l'idée de voir son sauveur flambant nu sur son cheval, graine au vent. Le tout entrecoupé de scènes de cul et de suçage de tête de serpent. C'est fou à quel point ce film-là dégage de l'érotisme. Puis Robert Englund dans tout ça, ben il apparaît de temps en temps en Marquis de Sade dans des séquences de flashback où il se parle tout seul, mais sinon, à part ça, il joue un autre personnage qui nous est introduit seulement qu'à la 45e minute du film, Paul Chevalier, un descendant du marquis. Comme vous devez vous en douter, il est aussi fou que son ancêtre. Je suis vraiment pas sûr, mais de ce que j'ai compris, son plan est de venger son arrière-grand-père en pervertissant la jeune Ginny pour ensuite la tuer. Tout ça parce qu'elle ressemble à Madame de Beaumont, celle qui avait fait enfermer le marquis à l'époque. Comme je dis, je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance parce que c'était tellement plate que des fois j'avais de la misère à suivre, puis il faut que je l'avoue, j'ai manqué des bouts. Et oh non, tristesse et désarroi, son sauveur et Sabina étaient dans le coup depuis le début. Tout ça faisait partie du plan machiavélique de Monsieur Chevalier. Tout n'était que mensonge. Puis comment ça finit? Son sauveur se fait stabber dans le ventre par Chevalier, Sabina change de camp puis le poignarde dans le dos, mais malheureusement, en voulant libérer Ginny, qui est enchaînée depuis une bonne vingtaine de minutes, elle se fait backstabber à son tour. Ginny se sauve, mais aboutit dans un cul-de-sac où elle se fait piéger par Chevalier. Là, j'ai vraiment pas compris pourquoi, mais il se met à halluciner des genres de moines en toge noire puis ça le fait saigner des oreilles puis des yeux. Un des moines enlève sa capuche, puis un autre sort une balance qui, by the way, c'était ça que le père cherchait dans ses fouilles archéologiques. Là, le moine décapuchonné dépose une roche sur la balance qui reste immobile, ce qui fait pleurer Monsieur Chevalier. Puis ensuite, il fait juste mourir. Ben oui, plate de même. Après ça, on a droit à une dernière scène avec le Marquis de Sade, mais rendu là, on s'en suce le cul, le film est fucking fini. C'est juste le Marquis sur son lit de mort qui refuse les derniers sacrements tout en crachant son sang dans la face du prêtre. Classique. Puis le highlight du film, définitivement l'homme nu sur le cheval, no contest. Ouais, ben je m'excuse ma tante, mais Night Terrors de Tobe Hooper est pas un bon film. Non. Même si c'est bien filmé, qu'il y a un certain effort de déployer au niveau de la photographie, que les effets spéciaux sont quand même corrects et que l'acting est, disons, acceptable, c'est juste plate. Robert Englund réussit même pas à sauver le film avec son overacting, puis c'est pas un nombre quasi incalculable de totons qui va faire pencher la balance. Malgré tout, je vais le garder dans ma collection. Parce que oui, même si c'est pas nécessairement plaisant à regarder, puis que je risque de pas trop le sortir souvent de ma bibliothèque tellement que la cassette va y prendre poussière, mais je suis attaché au film. Ça me rappelle ce fameux Noël et les quelques mois qui ont précédé. Ça me fait filer nostalgique. Puis avec cette vidéo, je vais maintenant pouvoir ajouter un nouveau chapitre aux souvenirs reliés à ce film que j'ai reçu pour Noël il y a maintenant 15 ans de ça. Ben oui, je vais m'en souvenir longtemps de la shot où c'est que j'étais full en retard pour faire ma vidéo puis que j'ai dû filmer et écrire en pleine nuit la veille de sa sortie. Ouais, je vais m'en souvenir longtemps. Sur ce, je vous souhaite donc à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne année 2019, en espérant que celle-ci soit remplie de films de marde. De qualité. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais, vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne. En passant, mes amis, vous vous en sauverez pas. Night Terrors va faire partie d'une soirée crap.